Bien, merci. Bonjour à tous. La technique a l'air de marcher. J'avoue que je suis un petit peu jaloux quand je vois cet amphithéâtre, des nouvelles conditions techniques du CHU. Vraiment, félicitations. Ouais. Après, très vite, je vais m'énerver, donc je vais parler fort. Je tiens bien évidemment à remercier le CRIAS. Merci les organisateurs, merci mesdames de m'avoir convié, de m'avoir sollicité. On a toujours le même réflexe quand on nous sollicite pour un colloque, on dit toujours vite oui parce qu'on a peur de ne plus être sollicité, on a peur que les gens sollicitent d'autres personnes. Et à quelques heures du colloque, on le regrette parce qu'on se dit il faut travailler maintenant. Donc, et surtout, Céline, quand elle m'explique qu'elle aimerait que j'intervienne sur le secret, elle me dit est-ce que tu accepterais d'intervenir sur le secret? Je dis oui. Et il y a 2 jours, j'ai ouvert le mail avec le... c'est dingue. J'ai ouvert le mail avec j'ai l'impression d'être à l'Assemblée nationale. Je vous demande de vous arrêter. J'ai ouvert le mail avec le thème de mon intervention. Et là, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, puisque le thème de l'intervention, c'est le secret dans tous ses états. Obligation de discrétion, devoir de réserve, secret professionnel, secret médical, secret partagé. Là, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur parce que c'est plus tout à fait la même chose. Donc, je ne savais plus combien j'avais trop de temps pour parler, donc j'ai fait un PowerPoint de 80 slides à peu près. Donc, on finira ce soir vers 20h, 20h30. Les autres intervenants étant ravis de passer en nocturne. Alors, j'aurai pas le temps de tout dire, hein, mais le slide est je ne blague pas, je suis à 70 diapos. J'irai parfois très vite. Mais on vous vendra les diapos à la pause, et pour ceux qui sont à distance, vous l'avez sur le site Amazon. On vous fera un prix. Voilà. Non, mais le CRIAS pourra vous renvoyer le PowerPoint, comme ça, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir, et je pense que le plus intéressant, ce sera aussi peut-être d'échanger sur le sujet. Normalement, on précise, en matière médicale, on précise si on a des conflits d'intérêts. Nous, les juristes, on ne le fait pas trop, parce qu'on n'a pas d'intérêt. Je dirais juste pardon avant de commencer aux médecins parce que je vais dire des horreurs sur les médecins. Mais c'est pas grave, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Donc je vais dire des horreurs sur les médecins, mais bon voilà, c'est pas très grave. Alors le secret. Le secret, moi je retiendrai que la chambre des secrets en fait. Ça c'est mon côté Harry Potter. En fait le secret, c'est sympa. Voilà, il y a des agents secrets, il y a des secrets d'État, il y a le secret du culte, il y a plein de choses intéressantes. Il y a aussi des lieux secrets. Des lieux secrets, des lieux qui font parfois peur, à l'hospitalisation, le huis clos, des assemblées secrètes. Il faut savoir que le Conseil d'État, par exemple, dont on nous parle souvent, c'est un lieu secret. Les avis rendus par le Conseil d'État au gouvernement sont des avis secrets. Et on est en démocratie. C'est assez étonnant d'ailleurs. On a des sociétés secrètes, peut-être qu'on nous observe, je crois. Il y a des fonds secrets, il y a des opérations secrètes. Donc, on voit bien que le secret, c'est quelque chose qui intéresse notre société, et puis il y a des personnes qui sont soumises au secret. Cherchez le point commun entre toutes ces personnes, eh bien, elles sont, alors, à part en bas à droite, où on a une particularité dont on ne parlera pas, hein, en matière de pédophilie, toutes elles sont astreintes à ce secret. Alors, avant de commencer, je pense qu'il y a une vraie menace sur le secret. Il y a une vraie menace sur le secret, et ce que je vous dis là, je le dis en tant que praticien, c'est-à-dire que le secret, ça fait un petit peu vieillot comme thème. C'est-à-dire que quand Céline m'a sollicité, je me suis dit, le secret, il n'y a rien de nouveau. En fait, vous avez raison de vous interroger sur le secret, parce que si le secret ne nous posait pas de soucis il y a encore quelques temps, il devient aujourd'hui une vraie problématique, parce que notamment en termes de menaces, sont arrivés les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux font vivre au secret quelque chose que l'on n'imaginait pas. Vous avez aujourd'hui la technique du selfie. J'ai un patient, il a l'air sympa, alors là il est conscient, c'est bien, j'ai des photos où ils sont inconscients. Vous savez, le patient qui est en train de mourir, la vieille dame toute décrépite, et le professionnel de santé qui fait le selfie et qui l'envoie sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même mieux, j'ai un dossier où je ne vous dirai pas que c'est une infirmière libérale qui fait une story. Alors je ne savais pas trop ce que c'était les stories, je crois que c'est j'ai pas d'amis, pas d'enfants, pas d'espoir dans la vie, donc je me filme. L'instrument est assez intéressant, je me filme et je m'envoie sur un truc qui s'appelle Instagram. Je m'envoie et des gens comme moi, qui n'ont pas de vie, pas d'amis, pas de but dans la vie, sont abonnés à ma story. C'est-à-dire, ils suivent
ils suivent la morne vie que j'ai. Et cette IDE, en fait, elle fait une story, donc deux films par jour, et quand elle sort des patients, de chez les patients, elle dit « Salut les loulous », parce que forcément, dans la story, vous ne pouvez pas appeler les gens « Bonjour, monsieur, madame », c'est « Salut les loulous, je sors du patient bidule », elle donne le nom. Voilà, je suis super contente, parce qu'il était quand même très gravement malade, et c'est à moi qu'il a fait appel pour le suivre, donc... Bon, on est devant le Conseil de l'Ordre, on est un petit peu devant le Conseil de l'Ordre parce qu'il y a eu des plaintes pour violation du secret, mais le Conseil de l'Ordre est un petit peu en situation de mort encéphalique. Enfin, vous savez, quand les gens ne réagissent plus, hein, là, les systèmes ordinaux est un petit peu de tout, les systèmes ordinaux, surtout dans le domaine de la santé, sont un petit peu anesthésiés. 2 ans à peu près de traitement. Là, ça fait 1 an et demi qu'on attend, hein, parce qu'effectivement, il faut une enquête très lourde, certainement. Est-ce qu'il y a eu violation du secret professionnel? Et donc, cette fille, elle continue à faire ses stories sur Internet et à diffuser de l'information médicale sur ses patients. Et donc, on a une vraie menace sur le secret. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui va changer notre vie réellement. Nous, les vieux, on ne le comprend pas, parce que moi, je suis né sous l'ère du Minitel, et que je ne comprends pas, encore une fois, les gens qui ont une story, mais les gens qui ont une story vous prennent le pouvoir. Hein. Je parle aux vieux, on a perdu. On a perdu. Alors il y a aussi un projet de loi, ça c'est pour vous montrer l'actualité, un projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire. Un État qui est obligé de faire une loi sur la confiance, vous imaginez le souci. Enfin je sais pas, moi président de la République, je ne fais pas une loi sur la confiance dans l'institution judiciaire. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas confiance dans l'institution judiciaire, même si votre ministre est un ancien avocat. Eh bien, cette loi, aujourd'hui, qui va être publiée rapidement, puisqu'elle a été votée par la commission mixte paritaire, est en train de détricoter le secret professionnel des avocats. Ce qui, en soi, n'est pas très soucieux, ne pose pas un souci pour le monde médical, mais qui a même pour le monde judiciaire, ça pose un petit souci quand même. Et ce qui montre aussi que c'est l'élément qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, le secret médical, le secret professionnel, il va avoir une borne. Il n'est pas absolu. Et qu'à un moment donné, on va se poser la question de qu'est-ce qui va permettre de dissoudre ce secret et de permettre la communication. Et toute la difficulté, ce sera ce motif qui va permettre de donner l'information. Et ça, c'est une vraie complexité. Alors, un petit peu d'étymologie rapidement. Le secret, ça vient du latin secretus, ou secernere, mettre à part, c'est-à-dire je mets à part quelque chose. Je tupperwarise une information. Et si je le mets dans la boîte, ça veut dire que tout le monde n'y a plus accès. Le secret, ça impose de garder le silence. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est dans une société où on ne peut plus garder le silence. Tous les professionnels de santé violent allègrement le secret médical tous les jours. Tous les jours. Vous rentrez chez vous, si vous avez une vraie vie avec un conjoint, une conjointe, un compagnon, un chat, un chien, un ami, une amie, plusieurs, et tout type d'amis au sens très large, bien souvent, quand vous finissez, d'ailleurs c'est pour ça qu'on se marie, moi je me suis marié que pour ça, pour quand je rentre le soir et dire à mon épouse, tu te rends pas compte de la journée que j'ai passée. Et je lui donne des informations. Alors j'ai défendu monsieur Bidule, il a tué sa femme, tu te rends pas compte, comme pour moi c'est difficile, violation du secret professionnel. Et je ne peux pas imaginer que les professionnels de santé, quand ils rentrent chez eux, ils font la barrière. Non, je ne te dirai pas ce que j'ai vécu aujourd'hui. Pas du tout. Encore une fois, le mariage n'a que cette seule utilité. Permettre, nous, de dormir. Parce que bien évidemment, le conjoint, quand vous allez lui raconter toutes les saloperies que vous avez eues dans la journée, ben, lui, il ne va plus dormir. Et vous allez dire, c'est bon, je me suis déchargé de ce secret. C'est important d'avoir cette vision-là, sociologique. La confidentialité. Alors, la confidentialité, c'est pas tout à fait pareil. La confidentialité, ça nous renvoie à la fidesse. La fidesse, c'est la confiance. Et en fait, la confidentialité va permettre de créer quelque chose qui est confidentiel et permet le partage. La confidentialité, c'est ce qui permet le partage. On n'est plus dans ce qui est secret. Le secret confidentiel, c'est progressivement le secret partagé. Celui qui va être dans la confidence. On a une norme ISO de confidentialité. On va retenir ce qui est en rouge. La confidence se résume dans le partage d'informations en toute confiance. Dans le domaine médical, bien évidemment, vous connaissez cette problématique du partage. J'ai accès à une information médicale.
je vais la partager à un professionnel qui est, de par sa fonction, légitime à partager le secret avec moi. En revanche, quand je vais me retrouver à la cafétéria avec un camarade, un ami qui travaille à l'hôpital, même s'il est médecin, pas médecin, IDE, aide-soignant, etc., je ne peux pas lui parler d'un soignant ou d'une prise en charge s'il n'est pas dans le cadre de cette prise en charge. Si je lui demande un avis technique, pourquoi pas? Mais en tout cas, si c'est juste pour lui dire, est-ce que tu sais, oh là là, c'est rigolo aujourd'hui, j'ai reçu telle personne au service, oh là là, si tu savais ce qu'il avait. C'est pas parce qu'il est médecin, c'est pas parce que c'est un soignant qu'il est automatiquement dans la confidence. Et ça aussi, c'est un élément important. Alors la confidence, bien évidemment... Ah, j'ai disparu. Si, tu es là. Mais, ah voilà. La confidence impose la discrétion. Bien évidemment, hein. Ça impose la discrétion, ça veut dire qu'on va faire attention dans les moyens de communication. On va faire attention dans les moyens de communication parce que si je communique trop fort, bah, peut-être que mon information secrète, que je veux garder un petit peu confidentielle, bah, tout le monde va la connaître. La difficulté sera bien sûr donc cette idée de conservation d'informations. La conservation d'informations secrètes et la diffusion de ces informations aux personnes qui sont dans le secret. Bien évidemment, il faudra la capacité de savoir qui est dans le secret, qui n'est pas dans le secret, qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui n'est pas secret. Ce secret, c'est, j'insiste un petit peu, c'est la problématique de la confiance dans la relation professionnelle. Et pour tous les professionnels qui sont soumis à ce secret professionnel, le point central, c'est cette idée de confiance. Pourquoi il existe un secret médical? Tout simplement parce que dans la prise en charge médicale, on a besoin d'avoir toutes les informations. Et donc c'est cette confiance dans la délivrance de l'information qui justifie le secret. C'est pareil pour un avocat. Un avocat qui défend quelqu'un, bien évidemment, si votre client vient et qu'il dénonce certains faits qu'il aurait commis, et si derrière vous n'étiez pas tenu par le secret, vous ne pourriez plus l'assister. C'est important d'être en capacité de dire tout ce qui va se dire ici reste dans ce bureau. Alors, souvent, quand on parle du secret, on oublie de parler de l'antonyme du secret. Pour moi, l'opposé du secret, c'est la curiosité. Alors, autant je suis très peu fan du secret, autant j'aime beaucoup la curiosité. Parce que la curiosité, l'étymologie du mot vient de curia, curious, qui signifie prendre soin. La curiosité n'est pas, au sens premier, un sens péjoratif. Quelqu'un de curieux, c'est pas quelqu'un qui dépasse les bornes. C'est quelqu'un qui prend en compte, qui prend en charge, qui essaie de se préoccuper de quelqu'un. Le terme est devenu péjoratif au fil du temps. La curiosité, on a considéré que c'était un vilain défaut, on ne doit pas être curieux. Ben si, être curieux, c'est faire attention à l'autre. Si je ne suis pas curieux, je ne fais pas attention à l'autre. Et on va le retrouver, parce que parfois le secret professionnel va céder lorsque le professionnel va être au contact de personnes qui sont soumises, par exemple, à des sévices. Et là, la loi va vous dire, attention, dès lors que vous êtes en capacité de diagnostiquer des sévices faits à une personne vulnérable, eh bien, vous devez communiquer. Et si vous ne communiquez pas, vous commettez une infraction. Donc, vous voyez que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Alors, pour les agents publics, c'est pour ça qu'il fallait parler et dire deux mots du devoir de réserve. Pour les agents publics, donc si votre statut est un statut de la fonction publique ou de la fonction hospitalière, vous avez un devoir de réserve. Alors, que faut-il retenir sur ce devoir de réserve? C'est tout simplement le fait que vous devez modérer votre expression. C'est pas tout à fait, c'est pas du secret là, c'est pas le secret le devoir de réserve. Le devoir de réserve, c'est que je n'ai pas le droit de prendre la parole et de dire n'importe quoi. Ce devoir de réserve, bien évidemment, si je ne le respecte pas, il va justifier une procédure disciplinaire. On pourra vous sanctionner disciplinairement si vous ne respectez pas votre devoir de réserve. Vous avez aussi, en tant que fonctionnaire, une obligation de discrétion. Une obligation de discrétion, là, c'est garder une discrétion sur les modalités de fonctionnement de votre administration ou de votre service.
Devoir de réserve, je ne peux pas dire n'importe quoi. Obligation de discrétion, je dois garder une vraie discrétion sur les modalités de fonctionnement de mon service, de mon administration. Là aussi, on pourra appliquer des sanctions disciplinaires. Le texte pour les fonctionnaires, c'est l'article 26 de la loi de 1983 qui prévoit expressément d'abord le fait que les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel, qu'ils doivent faire l'objet d'une discrétion professionnelle et qu'ils ont une obligation de discrétion. D'accord ? La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur le même pan. Le secret professionnel, le devoir de réserve et l'obligation de discrétion. On ne couvre pas tout à fait la même chose. Pour les salariés, si votre statut est un statut de droit privé, on va retrouver cette obligation générale de discrétion. Souvent, on l'oublie. On l'oublie parce que, comme elle est véritablement exprimée dans la fonction publique et qu'elle est rarement exprimée dans la relation de travail salarié, on l'oublie. Mais sachez que les salariés ont tous une obligation générale de discrétion. Ce qui fait qu'ils ont tous une obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur. Et donc, un salarié, quel qu'il soit, quel que soit le contenu de son contrat de travail, doit être loyal vis-à-vis de son employeur. Et là aussi, s'il y a une déloyauté, eh bien, cela pourra justifier la mise en place de sanctions disciplinaires. Au-delà de cette obligation de loyauté, il peut y avoir aussi une obligation de confidentialité. C'est-à-dire que l'employeur peut renforcer l'obligation générale de loyauté par une disposition spécifique en lien avec la confidentialité. Vous pouvez avoir dans vos contrats une clause spécifique de confidentialité. Là, attention, ce n'est plus une obligation générale, elle doit apparaître dans votre contrat. Et bien évidemment, comme pour l'obligation de loyauté, si vous ne respectez pas cette obligation de confidentialité, eh bien automatiquement, vous mettez en cause votre responsabilité et vous pouvez faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Je fais une petite parenthèse à ce sujet pour vous montrer toute la difficulté. Alors, on n'est plus tout à fait sur le secret, on est peut-être sur de la loyauté, discrétion, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et je vais connecter avec les réseaux sociaux. J'ai deux casquettes, je suis universitaire, je suis un petit peu avocat de façon accidentelle, et pour dormir aussi, je suis bénévole, je suis président d'une MEX. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je ne sais pas, parce que c'est bénévole, donc j'ai dû avoir à un moment donné une vraie faiblesse. Aujourd'hui j'ai un problème, parce que MEX, donc on accueille des enfants de 3 ans à des ados de plus de 20 ans, j'ai une difficulté, c'est qu'aujourd'hui j'ai une salariée qui accueille des enfants à domicile, qui est ma salariée, qui a une page Instagram où elle est quasiment à moitié nue, avec plein de photos. Alors j'ai découvert du coup que les gens se mettaient aussi nus sur Instagram, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et donc je me posais la question de la confidentialité, de la loyauté et de ma capacité, moi employeur, à dire à un moment donné à cette dame, vous ne pouvez pas avoir cette attitude parce que elle altère un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, ce n'est pas du secret, bien évidemment, mais là, on est sur de la loyauté, discrétion, confidentialité, parce que vous comprenez que lorsqu'elle accueille des enfants chez elle, si les parents, c'est des pages ouvertes à Instagram, hein, si les parents vont voir la page Instagram de la dame chez qui les gosses sont posés, ils peuvent se poser des questions. Les papas peuvent trouver ça très intéressant, peut-être, et demander à avoir une visite médiatisée chez cette dame, peut-être, hein, ou certaines dames aussi, je ne vais pas le juger, mais voilà. Voilà donc devoir de réserve un petit peu. Sur le secret maintenant. Sur le secret, il y a une très belle affaire. Il y a une très belle affaire, un bouquin à lire, Le grand secret du docteur Goebler. C'est sur la maladie de François Mitterrand. Alors les plus jeunes ne connaissent pas, hein, François Mitterrand c'était au siècle dernier, les plus anciens comme moi on connaît très bien. Et c'est une très belle histoire, c'est le docteur Goebler, qui était donc le médecin du président de la République, qui tous les mois faisait un compte-rendu sur la santé du président et le rendait public. Et pendant des mois et des mois, alors qu'au deuxième mandat de François Mitterrand, il est atteint d'un cancer, tous les mois, il va dire non, tout va bien, il pète la forme, il est top. En fait, il est en train de mourir. Mais il ne le dit pas.
Et quand François Mitterrand meurt, il rédige son bouquin et publie et explique que on lui demandait de faire des présentations sur l'état de santé du président en mentant et que maintenant il disait la vérité. Bien évidemment, les politiques ne vont pas être très contents, la famille ne va pas être très contente et on va attaquer le bouquin en disant c'est une violation du secret médical. Et ça c'est très intéressant parce que l'approche française, alors je passe très rapidement sur le contentieux franco-français, sur les interdictions professionnelles, puisque bien évidemment, Koebler il a été condamné par l'ordre des médecins, mais c'est logique. L'ordre des médecins, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être notre fil conducteur, c'est une institution du siècle dernier. Ils ne peuvent pas tout comprendre. C'est la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui va condamner la France en disant on a le droit de publier ce type de bouquin. Pourquoi? Parce que certes, il y a le secret médical, certes, il y a un secret professionnel, mais il n'est pas absolu. En face, il y a aussi l'obligation d'information, il y a aussi une obligation de loyauté démocratique. On a menti aux gens, et c'est peut-être bien qu'on puisse le dire, d'autant que ça n'a pas de conséquences sur le patient. Et ça, c'est un élément très important, et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, le monde médical a un petit peu de mal avec le secret, parce qu'ils n'ont pas su faire évoluer le logiciel, c'est que très certainement, il faut revigorer ce secret en se disant, est-ce que ce secret, il est essentiel lorsqu'il y a un enjeu? Quand il n'y a pas d'enjeu pour le patient, il n'y a plus de secret. Il n'y a pas d'intérêt à avoir un secret s'il n'y a pas d'enjeu. Là, j'ai eu une décision du Conseil de l'Ordre, c'est pour ça que je suis un petit peu remonté contre le Conseil de l'Ordre des médecins, où on m'explique que le fait pour un médecin d'attester que le patient pouvait faire ses courses, faisait ses courses, faisait ses courses et faisait à manger chez lui. Le Conseil de l'Ordre des médecins, le patient est en mort, hein. Le patient est en mort. Le Conseil de l'Ordre a condamné le médecin pour cette attestation ayant été produite en justice pour violation du secret médical. Parce qu'on a considéré que le fait de dire qu'il faisait ses courses et qu'il faisait à manger était une information touchée par le secret. Alors, c'est une vision très logique, hein, puisque le médecin avait eu accès à ces informations en tant que médecin. Sauf que, pour moi, deux événements, la mort reconfigure le périmètre du secret professionnel, et deux, s'il n'y a pas d'enjeu, pour le patient à la conservation de l'information, je ne vois pas pourquoi elle primerait d'autres droits. Là, dans ce dossier, le médecin a été condamné, mais les enjeux, bien évidemment, sont plus graves, parce que c'est des enjeux sur ensuite des responsabilités en cascade, et donc c'est bien évidemment une vision jusqu'au boutiste qu'on ne peut pas garder. Alors, secret professionnel, secret médical, on va essayer d'aller rapidement sur peut-être les thématiques qui vous intéressent plus. D'abord, les textes. Le Code de la santé publique ne parle pas déjà de secret médical. Le secret médical n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le secret professionnel, que l'on va appliquer au domaine de la santé. Et notamment les textes que je vous cite du Code de la santé publique, qui précisent bien que dans la prise en charge médicale, il y a un secret des informations médicales, et ce secret concerne toutes les informations. Elle est là l'approche jusqu'au boutiste. De dire, ben oui, mais c'est toutes les informations. Oui, d'accord. Et c'est toutes les informations qui sont de nature à créer une spécificité. Si c'est de dire qu'Olivier Sautel fait une soupe tous les soirs avec son Thermomix, il n'y a pas de grand enjeu, à mon avis, en matière d'atteinte à ma dignité. Si, parce que peut-être que les gens croient que je ne mange pas ou que je ne fais pas manger. Autre texte, c'est que bien évidemment, ces informations secrètes, elles pourront être partagées avec l'équipe médicale. Bien évidemment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, partage des informations avec l'équipe médicale. Des dérogations, une dérogation très importante. Et on voit d'ailleurs que le jusqu'au-boutisme ne peut pas être absolu. Les proches, en matière médicale, n'ont accès à rien, la famille. Bon, on arrivera peut-être un jour à vous faire changer de logiciel, puisqu'encore aujourd'hui, souvent l'information n'est pas donnée au patient, l'information est donnée à la famille. C'est-à-dire qu'on a du mal encore, dans le monde médical, à comprendre que celui qui est au centre, c'est le patient, et personne d'autre. Et souvent, quand on a des personnes âgées d'ailleurs, il suffit que la personne âgée soit un petit peu âgée, on va dire « Oh là là, c'est un vieux, c'est un vieux. » Donc 45, on est vieux. Hein. 45, on est vieux. Oh là là, il est vieux, il doit avoir des troubles cognitifs. Non, il peut pas entendre le diagnostic. On ne peut pas lui dire qu'il va mourir. Disons-le à ses proches.
Donc on va le dire au proche, bonjour le proche. Alors, c'est pas bon les résultats, hein, il va mourir. Alors, on lui dit ou on lui dit pas? C'est quoi cette revisite du code de la santé publique? Bien, le code de la santé publique, il dit pas ça, il dit que nenni, vous avez le patient, c'est à lui qu'on communique, vous avez la personne de confiance, mais vous communiquerez à la personne de confiance que si le patient vous dit de le faire ou si le patient est en situation d'incapacité, et la famille, que dalle, rien, nada, walou, walou. Sauf ce texte, où quand le patient est mort, s'il n'a pas laissé de consigne dans un sens contraire, parce que si le patient dit au moment de son hospitalisation, moi je veux que ma famille ne sache rien, marquez-le sur le dossier. S'il est marqué sur le dossier médical que le patient s'oppose à toute communication d'informations concernant sa santé après sa mort, ça bloque le système. S'il ne l'a pas fait, la famille peut avoir accès aux informations, mais attention, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier que l'on est la famille ou un proche, ce qu'on avait appelé juridiquement les ayants droit. Il va falloir demander la copie du dossier médical en justifiant du pourquoi. Pourquoi je demande des éléments. Et du coup, on ne sera pas obligé de me donner toutes les informations. On va pouvoir trier. Alors, là aussi, alors les services juridiques des établissements le savent maintenant, hein, ils arrivent à gérer ça, mais ça montre bien qu'on va pouvoir dépasser le secret médical pour donner de l'information, aux proches, à des tiers. Au-delà de ces textes du Code de la santé publique, on a aussi des textes disciplinaires. Toutes les professions de santé, dès lors qu'elles ont une déontologie organisée, ont une obligation disciplinaire au secret. Là, je vous ai mis quelques textes, vous allez voir sur les médecins, les infirmiers. Chaque fois, retenez le même schéma, c'est que dès lors que j'ai un code de déontologie qui m'oblige à un secret, si je ne le respecte pas, ça peut engager une procédure disciplinaire. Et autant le risque pénal, on va parler tout à l'heure de l'infraction pénale de violation du secret professionnel, autant le risque pénal, il n'existe quasiment pas. C'est très 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 rare quand on a une poursuite pénale. Moi, si j'ai attaqué un médecin il n'y a pas longtemps pour le foyer pour violation du secret professionnel, mais ça fait juste 2 ans que j'ai déposé plainte et que le dossier est en train de s'enterrer dans un placard du tribunal. Mais vous voyez, le risque pénal, il est très faible. En revanche, ce qui est très important et ce que vous devez retenir, c'est que ce qui est en train d'augmenter, c'est le risque d'engagement disciplinaire devant l'ordre pour violation du secret professionnel. Parce que vous êtes de plus en plus, en tant que professionnel de santé, amené à faire des attestations et des certificats. Et que comme on ne vous apprend pas à faire des attestations et des certificats, ben forcément, vous ne faites pas des cours de droit. Demain, le jour où les étudiants de médecine et les étudiants en soins infirmiers viendront à la faculté de droit, ils apprendront à faire des attestations. Il n'y a qu'un juriste qui peut apprendre à faire du droit. Non. Je pense, hein. Ça, c'est mon côté un petit peu exclusif. Et donc, on a une multiplication des contentieux devant les ordres où les praticiens se font piéger. Pourquoi ils se font piéger? Parce qu'ils ont face à eux quelqu'un qui est dans un conflit familial, un problème de garde, un problème de violence peut-être un problème de droit du travail. Le gars qui se fait harceler par son chef d'entreprise, il a perdu du poids, il ne va pas bien. Et le médecin, le professionnel, à un moment donné, il va faire une attestation. Et dans le cadre de cette attestation, il y a 2 risques. Il y a attester quelque chose dont je n'ai pas constaté personnellement la réalité. Oh là là, oui, Olivier Sautel, il est harcelé moralement par le président de l'université de Montpellier. Ah oui, 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 oui. Là, bing, là c'est mort. Là, la sanction, elle est automatique. En revanche, Monsieur Sautel me dit qu'il est harcelé. Et là, je risque plus rien. Donc, risque de fausse attestation, risque au niveau du secret professionnel. Monsieur Sautel indique que, état que je donne des informations sur la santé de Monsieur Sautel, de sa femme, du président de l'université, etc., etc. Là, je viole le secret professionnel. Donc, il faut faire très attention sur la rédaction des actes, des attestations, des certificats, qui sont de nature, eux, à générer un risque disciplinaire très important. Sachant que vos obligations déontologiques, donc elles sont directement pour vous, les médecins, mais aussi, et on le retrouve d'ailleurs pour les infirmiers, l'infirmier instruit les personnes qui l'assisent de leurs obligations en matière de secret professionnel. C'est-à-dire le médecin qui a un secrétariat, l'infirmier qui a un secrétariat, doit être vigilant de bien tracer le fait qu'il a bien informé les secrétaires, le secrétariat,
du nécessaire respect du secret professionnel. Vous savez, le fait de ne pas répondre au téléphone, par exemple. Moi, je suis atterré encore qu'on réponde au téléphone. Moi, je ne réponds plus d'ailleurs au mien, mais les gens téléphonent, bonjour, je suis monsieur Bidule, est-ce que je pourrais avoir... Et on lui répond, comment ça, vous êtes monsieur Bidule? Je ne peux pas savoir si vous êtes monsieur Bidule. Donc, je ne vous réponds pas. Je ne vais pas vous donner des informations. Donc, c'est une vraie difficulté. Sauf que cette difficulté, elle est rebasculée sur le professionnel au niveau de la discipline. Le professionnel est astreint au secret. Il est aussi astreint à vérifier que ses collaborateurs respectent le secret. Donc on trouve tous ces textes pour les infirmiers, bien évidemment. Alors, il y a une limite, mais on y reviendra, bien évidemment, c'est lorsqu'il y a des soucis, je l'ai évoqué, des sévices sur des enfants, par exemple. Secrétariat médical, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes, les psychomotriciens, les pédicures-podologues, etc., etc. Bien évidemment, toutes les professions de santé. Alors, la question du secret, elle pose la problématique de la question de la violation du secret. On vient de le voir, il y a tout un versant disciplinaire, ou disciplinaire ordinal, ou disciplinaire salarial, si vous me permettez. C'est-à-dire que si demain, vous violez le secret professionnel, on peut vous licencier ou vous exclure de la fonction publique pour violation de ce secret. Donc le risque disciplinaire, il est très très important. Au-delà de ce risque disciplinaire, il y a aussi un risque pénal, donc au travers de deux facettes. Il y a d'abord celui qui tente d'obtenir l'information secrète. Celui qui appelle le secrétariat en se faisant passer pour quelqu'un, en disant voilà, est-ce que je suis monsieur Bidule? Alors je ne suis pas du tout monsieur Bidule. Est-ce que je peux avoir des informations sur... Ben ça, c'est une infraction. C'est le Code de la santé publique qui le prévoit. C'est le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication des informations secrètes. C'est puni de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Là aussi, c'est une infraction qui est rarement utilisée, qu'on va pouvoir utiliser maintenant de plus en plus, parce que effectivement, dans les contentieux prud'homaux et dans les contentieux JAF, qui sont aujourd'hui en explosion absolue, à force de dire aux gens vous avez le droit de divorcer, ben vous savez quoi? Ils divorcent. Et le truc de fou, c'est que les gens divorcent, et autant ils s'aimaient avant, alors qu'on ne leur demandait pas de s'aimer. Le mariage n'est pas le lieu de l'amour, les gars. Pas du tout. Le mariage, dans les conditions de validité du mariage, il n'y a pas l'amour. Ne vous trompez pas, vous voulez vous marier, ne vous aimez pas. En revanche, respectez-vous. Ça sera plus utile. Ce sera plus utile d'avoir du respect que de l'amour, parce que forcément, vous imaginez mon épouse, il y a 30 ans quand elle m'a rencontré, et aujourd'hui. C'est important de se respecter, pour se supporter. Donc, on a multiplié les contentieux, JAF, employeur, on a la même problématique, avec des tensions très fortes, et avec des personnes qui essaient d'avoir de l'information secrète. Moi, dans tous les dossiers, si je peux gratter de l'information secrète contre la partie adverse, bien évidemment que c'est un enjeu. Sauf que je n'ai pas le droit de le faire. Si je le fais, c'est une infraction en matière médicale. Le côté le plus important, c'est celui qui divulgue le secret, celui qui viole le secret médical. Très belle histoire dont on n'entend plus parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'accident de Michael Schumacher, pilote F1, l'infirmier qui le prend en charge met sur Internet des propositions pour vendre aux journalistes le dossier médical. Pas mal, ça. Là, on a quand même un champion du monde, là. Pas mal. Schumacher, champion du monde. Hein. L'infirmier, quelque part, il a peut-être raison, parce que peut-être qu'à un coup, il ira peut-être en prison, mais il gagnera peut-être plus que dans sa vie d'infirmier. Mais bon. Le texte important, c'est 226-13 du Code pénal, qui sanctionne la révélation du secret professionnel. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui a des dépositaires, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est une petite infraction. 1 an, 15 000 €, c'est les toutes petites infractions, c'est un petit délit. Et on voit que le texte, il sanctionne à la fois la révélation d'un contenu, la révélation d'une information à caractère secret. Et à la fois, il y a une condition de qualité, par une personne qui en est dépositaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui n'est pas tenue par le secret professionnel ne commet pas l'infraction de violation du secret professionnel. En revanche, si elle sait que l'information qu'elle détient est une information à caractère secret et qu'elle la divulgue, elle peut être poursuivie pour recel de violation du secret professionnel. Je vous donne un exemple.
je suis tenu au secret professionnel, je partage une information secrète avec quelqu'un avec qui je n'aurais pas le droit de partager, cette personne repartage cette information, moi je serai poursuivi pour violation du secret professionnel, et la personne qui a partagé l'information, qui n'est pas tenue à cette obligation, sera poursuivie pour recel de violation de secret professionnel. Autant vous dire qu'on va pouvoir cueillir beaucoup de monde comme ça. En plus du risque de condamnation pénale, bien évidemment, on a un risque de dommage à intérêt civilement, on a un risque de sanction disciplinaire, on l'a vu, on a un risque de sanction ordinale, on l'a vu aussi. Question qu'on va se poser, si j'ai encore quelques minutes, je ne sais pas... Oui. Est-ce que ce secret, il est intangible? Est-ce que le secret professionnel est intangible? Est-ce que je dois toujours le respecter? Et là, on va s'apercevoir qu'il existe parfois des obligations de violer le secret professionnel, et parfois on a des contraintes administratives qui nous conduisent de le violer. D'abord, les obligations de violer le secret médical, le secret professionnel. Là, on a deux situations. On a des situations visées par l'article 226.13 qui viennent en déduction de l'article 226.13, et on a aussi, et ça c'est particulier, des infractions qui viennent sanctionner le fait de ne pas avoir dénoncé certains comportements. C'est-à-dire qu'on a une vraie contrariété de texte avec des infractions qui nous disent « vous avez l'obligation de dire », alors qu'on est face à un professionnel qui a l'obligation de se taire. D'abord, l'inapplication de l'article 226.13, c'est l'article 226.14. Je vous dirai juste le début du texte. L'article 226.13, donc c'est le texte qui incrimine la violation du secret professionnel, n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Donc ça veut dire que dès lors qu'il y a un texte contradictoire, l'infraction n'existe pas. Et le texte continue. En outre, donc ce qui veut dire que ce qui suit n'est pas limitatif, il n'est pas applicable à. Et vous avez 4 cas. Ces cas, on ne va pas rentrer dedans, j'ai mis en gras un petit peu ce qui était intéressant. C'est surtout lorsque le professionnel de santé se retrouve face au diagnostic d'une violence ou d'un sévice, et là, s'il dénonce ce diagnostic ou cette violence, il n'encourt pas l'infraction de l'article 226.13, on ne pourra pas le poursuivre pour violation du secret professionnel. L'exemple typique, c'est que je suis un praticien, je suis aux urgences, j'accueille un mineur, j'accueille une femme, manifestement il y a un stigmate de violence sur cette personne, ben, si je soigne et que je ne dis rien, eh bien, si je soigne et que je dis rien, vous verrez tout à l'heure, je commets une infraction, mais surtout si je soigne et que je dis quelque chose, je peux le dire parce que je suis protégé, j'ai le droit de dépasser le secret professionnel. Plus compliqué, justement, les textes, vous allez voir, qui sanctionnent celui qui ne dit pas. Alors, quelques exemples. L'article 434-1 du Code pénal, il va incriminer le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir, de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre des nouveaux crimes, qui pourraient être empêchés de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives. Là, on a créé quand même des exceptions, c'est-à-dire que j'ai l'obligation de dénoncer les crimes à venir. On a quand même une petite dérogation, sauf les personnes qui sont astreintes au secret, dans les conditions de l'article 226.13. Problématique, je suis médecin, je prends en charge monsieur, et dans le cadre de la prise en charge, il me dit qu'il va commettre un acte terroriste. Je dénonce ou je ne dénonce pas? Je suis pas forcément dans le cas de 226.13, hein. Je ne suis pas forcément dans le cas de 226.14, pardon, dans les dérogations de 226.14. Donc là, je vais avoir une vraie difficulté. 434.3, pareil, pour les personnes qui, ayant connaissance de privation, de mauvais traitement ou d'agression ou atteinte sexuelle infligée à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se prononcer, etc., ne dénoncent pas les faits. C'est sanctionné pénalement. Donc vous allez voir qu'on a une série de textes jusqu'à la non-assistance à personne en danger, 223.6, qui sanctionne le fait de ne pas agir et d'empêcher d'invoquer le secret professionnel pour se couvrir. Toute la difficulté va être d'apprécier la zone frontière entre la phase où je respecte le secret et la phase où j'ai l'obligation de communiquer. Autant il y a des secteurs qui ne sont pas discutables, autant plus je vais me rapprocher de la frontière. Là, cette frontière, à un moment donné, elle risque d'être délicate. À quel moment je communique, à quel moment je ne communique pas? Moi, ma vision, elle est assez simple, je communique tout le temps.
Moi, je communique tout le temps, soit parce que je considère que c'est moins risque de communiquer que de ne pas communiquer. Je veux bien être poursuivi pour violation du secret médical, professionnel, parce qu'à un moment donné, j'ai dénoncé des faits parce qu'il y avait un risque pour les personnes. Je préfère défendre quelqu'un qui est dans ce cas-là, plutôt que de défendre quelqu'un qui n'a pas trahi son secret professionnel et qui, du coup, a laissé la personne dans une situation de danger. Ça, c'est le premier réflexe. Pas très courageux, mais en tout cas, c'est le mien. Et mon deuxième réflexe, qui est encore moins courageux, mais ça, c'est mon côté masculin, c'est... quelqu'un qui a compris la blague. C'est... Et je me souviens, c'est un conseil que j'ai donné un jour à un médecin qui a été étonné, mais je crois après qu'il a compris, c'est que parfois, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas astreint au secret professionnel. Et qu'il se peut que l'information, elle puisse transiter par quelqu'un d'autre. Ben, c'est facile, si vous êtes à l'hôpital, par exemple, et si à un moment donné, vous pensez qu'il faut donner une information, ben, il ne faut pas que ce soit vous qui la donniez. Faites-la donner par le directeur de l'hôpital, par le directeur adjoint, par la DRH, par le service juridique, c'est-à-dire voir avec à un moment donné quelqu'un qui n'est pas, lui, soumis à un secret au regard de la discipline ordinale, qui lui va être soumis purement à une vision 226-13, 226-14, qu'on ne viendra pas chercher, puisque je vous ai dit, le risque, c'est zéro la tête à Toto. On chasse le risque ordinal qui est réel, et on fait prendre la décision de transfert d'information par le pouvoir administratif. Et là, on est un petit peu plus propre. Bien évidemment qu'il ne faut pas hésiter à faire ça. Bien évidemment que dans certains cas, il faut faire ça. Au-delà, bien évidemment, il se peut que la violation du secret professionnel, elle s'inscrive dans ce qu'on appelle une dénonciation calomnieuse. Alors là aussi, ça c'est un texte qui est revigoré aujourd'hui, c'est le fait que l'on sanctionne le fait de dénoncer faussement. Donc bien évidemment, le professionnel doit dénoncer, mais le risque quand il dénonce, c'est-à-dire lorsqu'il viole le secret professionnel, le risque c'est qu'il dénonce de faux sévices. Imaginez l'attestation faite par un médecin qui vous dit j'ai constaté des sévices sur un enfant, alors que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu de sévices. Donc on ne peut même pas dire qu'il a trahi le secret professionnel, puisqu'il ment. Donc c'est même pas sur le secret professionnel qu'on va aller le chercher, c'est sur la dénonciation calomnieuse. Et là aussi, ne croyez pas que ce scénario est impossible. Il y a une loi mathématique qui est assez extraordinaire. Il y a autant d'idiots chez les juristes que chez les médecins. Et vous avez des dossiers où le médecin prend parti, et on le voit notamment, et là je reprends ma casquette de président de MEX, moi parfois je vois des médecins qui prennent parti pour des familles d'enfants placés, et qui sont du coup, parce qu'ils sont devenus partisans, ils sont passés du côté obscur de la force, au lieu d'essayer d'avoir une vraie distance par rapport à leur qualité de médecin, s'impliquent dans la prise en charge et se mettent à faire des attestations ou des certificats médicaux qui ne sont plus cohérents avec la réalité. Là, autant vous dire, quand ça nous concerne, systématiquement, je dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. Systématiquement. Systématiquement. Pour synthétiser, il me reste un petit peu de temps. Oh. Pour synthétiser un petit peu tout ça, au niveau du secret, je vais être concerné soit par mon état, je suis un curé, secret, forcément s'il touche un petit peu le jeune, et là il va pas... Non, pardon. Ma profession, médecin, qui rend légitime la réception de l'information. Par mon état, par ma profession, je vais recevoir de l'information. Soit ma fonction, le juge. Le juge, par sa fonction, va recevoir de l'information. Ou par une mission temporaire, les jurés d'assises, par exemple. Et c'est en fait ça qui détermine ma soumission au secret professionnel. C'est-à-dire la situation dans laquelle je me trouve. Ça va déterminer la situation. Alors si on veut synthétiser, le secret professionnel ne se limite pas au secret médical, et vous allez voir que c'est même dangereux que de croire qu'il se limite au secret médical. 2, le secret professionnel peut intéresser tout professionnel. 3, le secret professionnel est lié à la qualité et à une fonction. 4, le seul texte qui définit en fait les contours de la violation, c'est 226-13 du point de vue pénal. Du point de vue pénal. Alors, sur le premier point, juste pour bien fixer les choses, le secret professionnel ne se limite pas au secret médical. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais dire un petit peu du mal des médecins. Non, je ne veux pas dire du mal des médecins. Juste penser qu'il y a du côté des médecins
un défaut réel que l'on peut comprendre, c'est que le secret, c'est le pouvoir. Celui qui détient le secret, il a le pouvoir. On le voit dans Harry Potter. Hein. Ah si. Et il est quand même très difficile, dans un monde où vous créez du droit des patients, en disant aux médecins, vous n'êtes plus le médecin, excusez-nous, nous, monsieur, madame, excusez-nous, vous n'êtes plus le pivot, on va légèrement vous laisser de côté, on va mettre le patient au milieu. Déjà, vous imaginez le médecin. Comment ça? Je me suis tapé PACES, il était en train de m'expliquer que je suis plus au milieu, là. J'ai fait 10 ans d'études, et j'ai fait un truc de dingue, et je suis plus au milieu. Alors que je suis le Mbappé de la Péronie. Non. Et en plus, le gars qui est en milieu, c'est le débile profond du village qui est vieux et qui a des troubles. Il va dire. Et donc, ce pouvoir du secret fait qu'on a une sorte de rigidification au travers du secret médical. Et cette rigidification, elle est tellement forte que c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de secret médical. On ne devrait pas en parler, on devrait parler du secret professionnel. Mais ça a une incidence catastrophique parce que les gens, logiquement dans le secteur de la santé, considèrent que le secret médical, c'est que les médecins. Et donc l'exemple typique, c'est le personnel administratif qui dit ben, « moi, je ne suis pas tenu au secret, je ne suis pas médecin ». La secrétaire qui tape des PMSI toute la journée, ben elle est dans le secret professionnel. Parce qu'elle a des noms, elle a des pathologies. Elle n'a pas fait d'études médicales, mais elle est dans le secret. De la même façon que le chef de service, qui ne reçoit pas les patients d'ailleurs, mais qui sait que les patients sont là. Donc ça, c'est un élément important. Il va falloir que l'on accepte de changer de logiciel dans le monde médical, d'arrêter d'avoir ce jusqu'au boutisme dans l'identification d'un secret qui serait un secret des dieux, hein, c'est ça. Le secret médical, c'est le secret des dieux. Et revenir sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le secret, il est là pour protéger une personne, une famille, protéger la personne au travers de la notion de dignité, c'est pour cela, parce que la personne est au centre du système, et d'ailleurs, et ça sera ma dernière diapo, c'est pas celle-là, mais celle que vous verrez à la fin, celui qui est plus fort que tout le monde, c'est le patient, puisque c'est le patient qui pourra lui communiquer sur sa santé. Et dès lors que le patient va communiquer sur sa santé, ben, l'information n'étant plus secrète, normalement, le praticien doit être délivré de l'information qui a été donnée. Et c'est là où on voit que malheureusement les ordres n'ont pas encore fait leur coming out, c'est que même dans ce cas-là, ils ont du mal à dire que le secret n'existe plus. C'est pas parce que le patient a dit que le médecin n'a pas le secret sur ce qui a été dit. Ça, à mon avis, c'est une erreur. Ça, à mon avis, c'est une erreur parce que ça veut dire qu'on n'est plus en capacité aujourd'hui de revenir à l'essence des choses et que ce qui nous attrait, c'est le pouvoir du secret. Alors, les sanctions, je passe, vous les connaissez, sanctions disciplinaires dans le privé si vous ne respectez pas le secret, les sanctions disciplinaires dans le public, c'est à peu près les mêmes, hein, avertissement jusqu'à l'exclusion chaque fois. Un exemple d'une difficulté dans le cadre du secret, du partage du secret, notamment dans cette idée que j'ai développée du pouvoir du médecin, c'est l'exemple du DMP. Alors moi je suis fan du DMP, je ne sais pas si vous connaissez, le dossier médical personnel. Alors ça, c'est un petit peu un serpent de mer. Ça fait des décennies et des décennies. Moi j'ai même un cours à la fac que je garde parce que comme je suis enseignant, je ne vais pas refaire mes cours chaque année. Donc, sauf que ça fait 15 ans que ça n'a toujours pas été véritable. Alors si, il y a un site internet, hein. Si vous tapez, il y a un site DMP, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il est en carafe, on vous dit qu'on ne peut plus créer de DMP. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont créé le DMP. Non, qui a créé son DMP? Voilà, c'est bien. Je sens que la population est à fond sur le DMP. Rassurez-vous, on ne peut plus le faire. On va pouvoir le refaire en janvier 2022. On nous annonce janvier 2022. C'est quoi le DMP en fait? C'est une idée pas idiote du tout. Mais alors vous imaginez là où ça va coincer. Hein. C'est que le dossier médical, c'est plus le médecin qui le détient. C'est le cloud. 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 Le médecin n'est plus que l'ouvrier spécialisé qui rentre dans sa machine de l'information. Et il envoie dans le cloud. Et tout est là-haut. Et celui qui a accès au cloud, c'est le patient.
Et le patient peut aller chercher son dossier, il peut même segmenter son dossier, il peut faire des sous-dossiers, il peut même décider de faire plusieurs sous-dossiers, et quand il va voir un médecin, le médecin qui n'a pas le dossier, il lui dit « Bonjour patient, bonjour, est-ce que je peux avoir accès à votre dossier ?» « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es médecin ou quoi? Bon, ok, je te donne accès. Alors, si je suis gentil, je te donne accès à tout. Si je suis moins gentil ou que j'ai pas envie, je te donne accès qu'à une partie de mon dossier. Je te donne pas accès à tout. » Alors là, je vois déjà les médecins dire « Oui, mais attendez, si on n'a pas accès à tout, alors c'est la chienlit. » Vision gaulliste un petit peu de la médecine. Non. Au contraire, ça limitera votre périmètre d'action et de responsabilité à l'information qui vous a été donnée. Vous devrez dire au patient, attention, moi j'ai besoin d'avoir accès à des informations majeures, importantes, et si le patient dit non, mais moi je vous donne accès à ça. Sachant que le patient pourra, dans l'absolu, masquer le fait qu'il aura segmenté son dossier. Donc vous comprenez pourquoi on a du mal avec le DMP depuis à peu près 15 ans à le mettre en œuvre, parce qu'il y a une problématique de conservation technique des données dans le cloud, mais il y a aussi une problématique d'égo médicale évidente. Parce que si je retire le dossier médical de la détention du médecin, ben, il faut qu'il accepte. Alors moi qui suis le juriste qui aide le médecin, j'ai tendance à leur dire, mais laissez faire, c'est bon pour nous. Que ce soit le patient qui pilote son dossier, c'est parfait pour le médecin. En termes de responsabilité, il n'y a pas mieux. Il dit oui, mais quand même, c'est nous. Quand même, l'information, c'est nous. Vous voyez, difficile, hein, côté de la déification du professionnel de santé. Donc le DMP, exemple. Autre problème, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas une insulte, hein, c'est le RGPD. Le RGPD, qui est obligatoire depuis le 25 mai 2018. Je ne vais pas faire de sondage, mais je pense que les professionnels de santé qui sont soumis au RGPD, je ne suis pas sûr que tous vous soyez conformes RGPD. Secteur public, je ne vais pas vous en parler parce que je ne sais pas comment l'administration fonctionne. On va imaginer que l'administration est conforme. Secteur privé, je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui aiment l'argent comme moi, si vous êtes du secteur privé, donc qui ont des vraies voitures, qui ont une vraie attractivité, pour trouver un conjoint, une conjointe, c'est beaucoup plus facile. Enfin, on a des... Même nos enfants, moi j'ai vu qu'on pouvait acheter ses enfants, c'est bien. Si vous êtes un professionnel libéral de la santé, vous avez une obligation à RGPD. Donc vous avez dû déclarer votre délégué à la protection des données, à la CNIL. Vous avez dû faire vos registres d'activité dans le cadre de la déclaration CNIL. Et vous devez peut-être mettre en œuvre un audit RGPD des données, puisque les données médicales sont des données dites sensibles. Alors vous allez me dire, monsieur, non, début 2018, je ne l'ai pas fait et je n'ai jamais été contrôlé, je me porte bien. Oui, mais c'est normal, parce que comprenez que l'administration française, il faut qu'elle réfléchisse un petit peu. Donc on a l'obligation depuis 2018, il faut que les choses se mettent en œuvre. Je ne veux pas jouer au Paco Rabanne local. Vous savez, Paco Rabanne, il avait prédit que la station Mir allait s'écraser sur la place du Trocadéro à Paris. Ça n'a pas marché. Du coup, c'est lui qui s'est un petit peu écrasé. Mais ce que je peux prédire, c'est que pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais dans 5, 10, 15, 20 ans, ces obligations, elles seront fondamentales. Et on viendra vous chercher par vos ordres. À un moment donné, l'ordre des médecins fera un petit courrier. Merci de me confirmer que vous êtes bien conforme RGPD. Il y a un conforme RGPD, ah bon, ordre des infirmiers, ordre des masseurs kinésithérapeutes. Donc ça va venir comme ça va venir par les ordres professionnels. Ils ne le font pas aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr que tous les ordres soient conformes RGPD, parce qu'on a un temps de latence qui va mettre 10, 15, 20 ans. Mais dès lors que ce temps de latence va être fait, il faudra avoir une conformité. Donc, faites un effort. La conformité RGPD, elle n'est pas compliquée, c'est de l'information. Montrez en fait que vous gérez correctement l'information sensible, qui est une information médicale secrète. Et ça, c'est très important. Tout cela pour vous dire qu'au final, au centre de la personne, au centre du secret, il y a la personne. C'est elle qui est la personne essentielle dans la gestion du secret professionnel. Peu importe les professionnels, c'est le patient, c'est la personne qui compte. Ça, je l'ai dit, je ne vais pas insister, les médecins, après, ils vont crever des pneus, donc je ne vais pas en parler plus. Un point qui est peut-être important, c'est les contraintes administratives qui imposent la divulgation du secret professionnel. C'est-à-dire comment je réagis, moi, professionnel de la santé, lorsque je vois arriver un policier, habillé en policier, parce que s'il n'est pas habillé en policier, je ne vais pas le reconnaître, mais s'il y a un policier ou un gendarme, bonjour,
Robert, police nationale, je viens chercher le dossier d'Olivier Sautel. Je sais qu'il est patient chez vous, je viens chercher son dossier. Merci de me donner son dossier. Déjà, problème, il est habillé en policier, en gendarme, il parle fort, il est imposant, il a une arme en plus, il a des menottes. Je donne ou je donne pas? Sachant que si je ne lui donne pas, ben, il risque de s'énerver. Il va me dire, ah là là, si vous ne donnez pas ce secret, si vous ne donnez pas cette information, aïe aïe aïe. Oula. Aïe 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 quoi. Alors, là, on va rentrer dans un périmètre qui est un petit peu compliqué. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr que ce que je vais vous dire, ce soit la vérité. Et pour être honnête avec vous, je ne pense pas que les magistrats connaissent la vérité. Je pense qu'on n'a pas réellement de réponse aux questions qu'on va poser. Donc on va avancer point par point, pour savoir si je dois donner ou pas donner, et si je donne, dans quelle situation je donne. Mais réellement, pour en avoir discuté avec les magistrats, il y a autant d'avis sur le sujet que de magistrats. Donc c'est pas rassurant. Alors, le point de départ, ça serait, si quelqu'un vient un jour solliciter que vous lui donniez une information médicale dans le cadre d'une procédure judiciaire, ça serait d'avoir une réquisition. D'avoir une réquisition, c'est-à-dire rapporter la preuve que le procureur de la République vous demande, en fait. C'est pas Robert qui demande, parce que moi, si c'est Robert qui vient me voir dans le cadre d'une enquête préliminaire en me disant « Bonjour, je suis Robert le PJ, je fais une enquête préliminaire sur Olivier Sautel, j'aimerais avoir accès à son dossier médical », je lui dis « Non, Robert, je te donnerai rien. Enquête préliminaire, passe son chemin. » Pourquoi je vais lui dire ça? Parce que je vais pouvoir dire secret médical. Je n'ai pas le droit de vous donner ces informations. Deuxième scénario, si Robert arrive avec une réquisition du procureur de la République. Alors, ça devient plus compliqué. Parce que je suis un homme et que je suis un petit peu couard, là je vous dirais il faut donner. Là il faut donner l'information dès lors que la réquisition est précise. La réquisition, ça ne peut pas être du procureur de la République de donner tous les dossiers patients depuis 10 ans. Ça ne peut pas être ça. La réquisition, ça doit être précis sur une personne ou sur un temps. Je me souviens d'un exemple où on avait trouvé un corps. On avait trouvé un corps quelque part dans la forêt et on ne savait pas qu'il avait été un petit peu mangé. Hein. La nature fait son œuvre. Et donc enquête, hein, c'est pas naturel de trouver un corps comme ça dans la nature, donc on fait une enquête, on fait une autopsie, etc. Et puis on essaie d'identifier surtout la personne. Et au moment de l'autopsie, les médecins légistes s'aperçoivent que la personne avait eu une prothèse de hanche ou je ne sais plus quoi, et ils arrivent à peu près à dater. Et le procureur de la République a demandé par réquisition à tous les établissements de santé du périmètre autour de là où on avait trouvé le corps d'avoir la liste des patients qui avaient subi cette opération avec ce type de matériel, donc ce qui permettait d'être relativement précis dans l'identification de ce qu'on recherchait. Réquisition. Donc s'il y a réquisition du procureur de la République et que cette réquisition est précise, moi je vous conseillerais de passer l'information. Pour être honnête avec vous, je pense que s'il y avait d'autres personnes face à moi, ils vous diraient que je dis une bêtise. Plein de personnes vous diraient non, non, il ne faut pas donner malgré tout. Effectivement, on pourrait retenir l'information, sauf que mon positionnement, vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je préfère vous défendre dans une mise en cause parce que vous avez obéi à une réquisition précise que dans le cas où vous n'avez pas obéi à cette réquisition précise. Parce que j'aurai plus d'éléments pour vous défendre dans un cas que dans l'autre. Donc comme ça sera plus facile de vous défendre, le risque, pardon, hein, vous allez me dire, oui, mais vous parlez de risque juridique, c'est mon métier. Hein. Moi, je ne parle pas de la protection des patients. Le patient, il n'en a rien à faire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le risque juridique. C'est ça mon job. Le risque juridique, il est plus si je ne réponds pas à la réquisition. Si je réponds à la réquisition, qu'elle est précise, je prends moins de risques. Donc c'est là où c'est ce que je conseille. Témoignage, réquisition pour témoignage, pareil. Il faudra faire attention quand on va vous réquisitionner pour témoigner. Je pense que ça arrive souvent aux psychiatres, aux médecins légistes, d'être appelés à la barre pour témoigner. Je pense qu'on aura des exemples de ces éléments-là. Réquisition pour remise de documents, c'est pareil. Saisie et perquisition, là on va avoir le juge d'instruction qui va intervenir. Pareil, si on a une décision du juge d'instruction,
de procéder à certaines saisies de la même façon. Dès lors que cette saisie elle est précise, il faudra l'accepter. Encore une fois, je ne suis pas sûr de vous dire la vérité là, quand je vous dis ça. Je vous dis qu'il est plus facile de suivre une saisie, de suivre la demande du juge, que de ne pas la suivre. Une explication encore et une limite. L'explication, c'est que, aussi, à partir du moment où vous allez obéir à l'institution judiciaire ne pourra pas vous faire procès. Alors que si vous n'obéissez pas, elle peut vous faire procès. L'antithèse ou la contradiction serait de dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si l'information que je donne porte atteinte à la personne? Elle est là, la limite. Et je me souviens d'une affaire très intéressante où j'avais été consulté par un médecin qui est sollicité par une réquisition du procureur de la République qui demande d'avoir accès au dossier d'une patiente. Cette patiente ayant déposé des plaintes pour agression sexuelle contre une personne. Le procureur de la République, dans le cadre de l'enquête, comprend que cette patiente, elle a des troubles. Et ce qu'il veut savoir, c'est si la vision médicale, c'est de dire que cette patiente, elle a effectivement des troubles de nature psychologique, psychiatrique, etc., s'il faut creuser là. Autrement dit, est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai, ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est affabulé ou pas? Et le médecin, et on avait pas mal travaillé sur ce dossier, parce que c'était une vraie difficulté. Puisque le médecin m'avait expliqué que lui, ce qui le gênait, c'est que s'il communiquait les éléments du dossier, alors qu'il n'y avait rien dans le dossier qui pouvait dire si elle avait été victime ou pas, dans le dossier, il y avait suffisamment d'éléments pour montrer que cette dame, elle était atteinte de troubles. Et donc, la peur du médecin, c'était de dire, mais si je communique ce dossier, le procureur de la République va comprendre qu'elle a des troubles psychologiques, qui, sans avoir été véritablement de nature à démontrer la vérité ou la non-vérité de ce qu'elle a vécu, peut entraîner l'institution judiciaire à dire ce qu'elle dit c'est faux, alors que potentiellement c'est vrai. Là, tout le travail, c'est d'expliquer au médecin que ce travail-là, c'est pas à lui à le faire. C'est pas son travail. La problématique, ça sera de dire est-ce que ma réquisition, elle est stricte, elle est limitée, elle est... Voilà. Témoignage en justice, on l'a vu, expertise, c'est un petit peu la même chose. Certificat produit en justice, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le paradoxe que je note ici, c'est quoi? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'il y a peu de risques d'être poursuivi pour violation du secret médical, professionnel. Aujourd'hui, les risques, c'est plutôt si vous ne violez pas le secret médical. Le vrai risque aujourd'hui, c'est si vous avez accès à une information où une personne est en danger, et si vous n'agissez pas, là vous risquez d'avoir une vraie condamnation pénale, et une condamnation pénale qui sera très 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 forte. Moi j'ai vu des condamnations pour non-assistance avec des taux notamment d'amende très importants, quasiment au maximum de ce que prévoit la loi, alors que les médecins se protégeaient en disant mais on est astreint au secret professionnel, donc on n'a pas donné l'information parce que secret professionnel, dès lors qu'on a diagnostiqué, qu'on a vu que la personne, la maltraitance était visible, le médecin a été condamné. Donc il y a un vrai risque si je ne communique pas là-dessus. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse un travail avec les équipes pour savoir quand est-ce que je tire un signal d'alarme et comment je le tire. Quand est-ce que je dénonce, quand est-ce que je ne dénonce pas. Et il y a un vrai risque, au-delà du pénal, ordinal et professionnel. Un vrai risque ordinal, c'est-à-dire que, sans tenir de statistiques, moi je vois bien dans le monde judiciaire que de plus en plus on met en cause les professionnels de santé autour de la notion du secret professionnel. Soit parce que justement il y a eu une violation du secret, soit parce qu'on fantasme une violation du secret, soit parce qu'il n'y a pas eu une violation et qu'il y aurait dû y avoir violation. Et là, c'est très compliqué. Parce que vu que les ordres professionnels sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une modélisation ancienne dans la vision du secret, systématiquement, ils vont être dans une situation où ils vont condamner pour la violation du secret. L'exemple de fait ses courses et fait sa soupe tous les soirs, alors que le patient est décédé. Sauf que derrière ce dossier existait un contentieux sur les troubles cognitifs de la personne, qui au moment des faits avait vendu sa maison, sans être sous tutelle et curatelle, et où la famille, après le décès, vienne remettre en cause la vente, en disant qu'il n'avait pas les capacités cognitives,
Ou maladroitement, un avocat va solliciter le médecin de famille qui va dire « non, il allait très bien ». Et d'ailleurs, je me souviens bien, à l'époque, je lui avais fait un petit test, un mini-mental test, il allait bien et il faisait ses courses et son repas. Et on va avoir une condamnation par le Conseil national de l'ordre des médecins, parce que le Conseil national de l'ordre des médecins considère que le fait de dire que la personne décédée faisait à un moment donné ses courses et se faisait à manger, constitue une violation du secret professionnel. Ce qui pose une difficulté, parce que ça veut dire que cette condamnation fait disparaître le certificat médical, ce qui du coup fait que la vente peut être annulée. Si la vente peut être annulée, qui on va retrouver sur le banc des accusés? Le médecin, qui aura, maintenant considéré, fait un certificat de complaisance, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et donc on est sur une modélisation très compliquée. Soyez très très vigilants là-dessus. En termes de conclusion, et très certainement ce qui est le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, le point central, c'est le patient, et c'est le respect de la dignité du patient. Alors je ne suis pas un jusqu'au-boutiste de la dignité du patient, je suis pas super fan, mais si on veut qu'à un moment donné on considère le patient et sa dignité, il faut considérer que le secret médical c'est lui. Et que c'est ce patient qui va être au pilotage. C'est ça la vision moderne. Bien évidemment, il y a des trous dans la raquette, parce que vous allez me dire, oui, mais quid des enfants, quid des personnes qui ont des troubles cognitifs, comment on fait? Je pense qu'il faut malgré tout revenir sur le principe, c'est le patient, c'est sa dignité. Alors, c'est lui qui peut divulguer l'information. Est-ce que la mort fait cesser le secret professionnel? Ça sera mes propos de fin, je terminerai par là. Est-ce que la mort met fin au secret professionnel? Pour moi, oui. C'est-à-dire que ce qui justifie le secret médical, le secret professionnel pendant la vie du patient, ne le justifie plus de la même façon à cause de mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du secret, mais que l'information qui est détenue n'a plus forcément la même force. L'exemple, c'est le livre Le Grand Secret sur Mitterrand. C'est-à-dire que, bien évidemment, du vivant de Mitterrand, jamais le docteur Keubler aurait pu publier son livre. La Cour européenne des droits de l'homme aurait dit non, vous n'avez pas le droit, parce que cela porte atteinte aux patients. Mais une fois que Mitterrand est mort, la maladie de Mitterrand, elle devient un élément politique d'information. Et donc là, on est au-delà de la santé, et il n'y a plus, surtout, de risque pour le patient. Alors vous allez me dire, si, il y a un risque pour sa mémoire. Oui, il y a peut-être un risque pour la mémoire, il y a peut-être un risque pour les héritiers, il y a un risque pour les ayants droit. Mais du coup, vous voyez, on n'est plus sur le patient. Donc c'est, à mon avis, un des enjeux pour le futur, la capacité du monde professionnel à remettre la problématique du secret professionnel sur la table pour le rendre dynamique. Et au final, c'est pour ça que le thème du colloque est très intéressant. Contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas du tout un thème vieillot, c'est véritablement un thème d'actualité qui doit être à nouveau d'actualité parce que les enjeux sont nombreux. Je vous remercie. Alors, on va laisser la salle poser des questions et je vais commencer avec ma première question. Alors du coup, c'est vrai que tu n'as pas trop abordé dans le cadre du rapport Sauvé par rapport à l'Église, ce grand rapport, un pavé de je ne sais pas combien de pages, où je vous rappelle, voilà, il y a une commission qui, en effet, s'est un peu prononcée sur les violences sexuelles dans l'Église. C'est vrai que tu n'as pas parlé de la confession. J'aurais bien aimé que tu puisses nous en dire un peu. Est-ce que du coup, les prêtres, dans le cadre de la confession, sont tenus au secret, même quand voilà, ils ont connaissance d'infractions à caractère sexuel sur des mineurs? Est-ce que tu peux nous donner quelques infos par rapport à ça? Alors pour moi, c'est exactement comme le médecin, en fait. C'est-à-dire que la limite, c'est le risque pour la personne. C'est-à-dire que je peux recevoir des informations. Et lorsque les informations que je reçois, elles dénoncent des violences ou des sévices, je dois les communiquer. Et pour moi, la confession ne peut pas être, le secret ne peut pas être opposé. Le secret, pour moi, il n'existe pas de secret absolu. Puisque le secret absolu serait l'antithèse de l'objectif, qui est la dignité de la personne. C'est vrai que ça a fait grand débat, ça, dans le rapport, en disant qu'après tout, peut-être dans les confessions,
profession, on pouvait tout dire, c'était vraiment le moment où on pouvait tout dire, et justement on avait l'assurance que ça ne sortirait pas du cadre du confessionnal. Oui, mais si ce que je dis, alors si je dis des choses horribles, si je me dénonce par exemple d'infractions, je dis j'ai commis plein d'infractions, c'est comme le médecin à qui on va dire voilà, je suis un délinquant, etc. La dimension change de paradigme lorsque je vais dire ben voilà, je frappe ma femme. Ou alors lorsque la femme va dire mon mari me frappe. Et regardez, je suis victime de sévices ou un enfant. Là, si on regarde des textes, attention, c'est au regard des textes, c'est pas une vision morale que je donne, au regard des textes, pour moi, le secret n'existe plus. Il y a un risque immédiat, du coup, pour un enfant, et ce risque qui persiste, oui. Il persiste, et voire même la personne se dénonce quelque part et dit qu'il peut commettre encore sur un enfant, donc ils peuvent... Pour moi, oui. Alors après, bien évidemment, la limite va être ce que je disais au début, c'est cette idée de confiance. C'est-à-dire que si le curé, comme le médecin, va dénoncer ce qu'il apprend, bien évidemment, il trahit cette confiance. Et donc ça veut dire que l'information ne peut plus remonter. Et on voit pour les médecins, on voit pour les curés, on voit pour les avocats aussi, comment cette limite, elle ferait obstacle à la profession. Sauf que, il faut être pragmatique, c'est la loi qui nous le dit. Et autant les curés ont été protégés pendant très très longtemps, mais on voit qu'avec ce rapport, ils ne le seront plus demain. Ils ne le seront plus. J'ai une autre question également. On a parfois aux urgences des jeunes filles ou des garçons qui ont plus de 15 ans, mais qui n'ont pas encore 18 ans et qui viennent nous dire, ben voilà, j'ai été victime d'abus sexuels, mais je ne souhaite pas en parler. Du coup, est-ce qu'en ayant plus de 15 ans et moins de 18 ans, le médecin, l'infirmier, le personnel de santé a une obligation de signalement? Ça, c'est une question un petit peu vicieuse. J'aime ça. Moins de 15 ans et plus de 18 ans. Alors, Pardon, plus de 15 ans, moins de 18 ans. Alors, je pense que c'est pas l'âge en fait qui me pose problème. Pour moi, le critère, c'est pas l'âge. Le critère, c'est l'état de vulnérabilité de la personne. Parce que ça pourrait être une femme de 25 ans, une dame de 45 ans, de 60 ans. Dès lors qu'elle ferait cette dénonciation en situation de vulnérabilité, et je pense qu'elle est en situation de vulnérabilité lorsqu'elle le fait, pour moi, on est dans le cas de 226-14. D'ailleurs, 226-14 ne fixe pas d'âge. Je crois qu'il y a un des textes, il y a un texte sur les mineurs, mais un autre de mémoire, il n'y a pas l'âge. Donc pour moi, il y a moins de risques de dénoncer que de ne pas dénoncer. En revanche, là, on met vraiment les pieds dans la confiance médicale. C'est-à-dire que je dis au médecin de ne pas dire, et il dit. Ça peut poser une difficulté. Alors, c'est là où nous, on trouve des fois des artefacts en disant ok, c'est pas le médecin qui a dit. C'est l'information, à un moment donné, elle a été reroutée, et c'est le chef de service, c'est une tierce personne qui va passer l'information. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, sur ce type de scénario, on ne peut plus ne pas dire. Et pareil, hein, est-ce que si cette jeune fille ou ce jeune garçon ne souhaite pas qu'on puisse dire par exemple aux affaires juridiques qu'il y a eu cette situation, est-ce qu'on peut le dire aux affaires juridiques ou à une fameuse tierce personne, comme tu dis? Oui, pareil, je pense que oui. Alors attention, hein, là, la réponse, en fait, j'aurais dû commencer par là. La réponse, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans la loi, la réponse. Mon raisonnement, il est toujours posé sur le même schéma juridique. Quel est le plus grand risque? Dire ou pas dire? Ne pas dire, pour moi, c'est prendre, pour le médecin, pour l'équipe, c'est prendre un très gros risque. Regardez ce qui s'est passé dans l'Église, justement. Quand, à un moment donné, on a reproché à certains responsables de l'Église d'avoir eu l'information et de ne pas avoir réagi. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'aurais répondu il y a 20 ou 30 ans, je vous aurais dit le contraire. Il y a 20 ou 30 ans, je vous aurais dit non, mais sévices sexuels, les enfants, les femmes battues, on n'en a rien à faire. Il faut bien comprendre qu'une femme battue, ça ne pose un problème que maintenant. Avant, ça ne nous posait pas souci. Ça me pose souci, moi. Je ne sais pas, vous, non? Mais le fait qu'aujourd'hui, on se dise, oh là là, c'est grave. Mais c'est les mêmes qui nous disaient hier que c'était pas grave. Donc, il y a 20 ans, je n'aurais pas dit la même chose. Aujourd'hui, pour moi, le risque, ce serait de ne pas dénoncer. Est-ce qu'il y a une différence si la jeune fille ou le jeune garçon est dans un
que ce danger il pourrait se reproduire. Par exemple, si la jeune fille nous dit bah voilà, c'est mon père qui m'agresse sexuellement ou j'ai été agressée sexuellement et je ne vois plus l'auteur de cette agression. Est-ce que ça change encore une fois la donne? Le fait qu'elle nous ait dit j'ai été victime dans le passé, je ne souhaite plus en parler, je ne suis plus en contact avec l'auteur présumé, ou est-ce que bah, voilà, si on sait que si la personne revoit régulièrement l'auteur présumé, est-ce que ça change? Si elle est plus soumise dans la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est plus dans la situation, voilà, si elle n'est plus à risque, effectivement, là, la problématique se pose plus sur la problématique de réitération avec d'autres personnes. Moi, j'aurais tendance à dire que notre société va vers la dénonciation. Je vous donne 2 exemples de ça, 2 exemples concrets. Hein. Un exemple qu'on a eu, nous, au foyer, d'un petit qu'on a accueilli, 6 ans et demi. Alors, je vais dire une horreur, parce que je suis sûr que tu vas me taper dessus, parce que tu vas me dire que c'est pas possible. Mais apparemment, à 6 ans et demi, c'était déjà un prédateur sexuel. Alors, je ne sais pas si on peut être prédateur sexuel à 6 ans et demi. Pour moi, alors je vais vous dire pourquoi pour moi c'était un prédateur sexuel. Parce que, secret professionnel, il était dans une MEX, il avait eu des gestes impudiques avec plein d'enfants de 3, 4, 5, 6 ans, mais plein. Il y avait la traçabilité. Et comme il y avait ça, quand ça a été diagnostiqué, il a été changé de MEX. Il était chaque fois changé de MEX sans qu'on ait l'information. Et quand moi je le reçois dans ma MEX, je le place, on est sur des petites unités de vie, on a 6 enfants par unité de vie, et le point d'intelligence qu'on avait trouvé, c'était de dire il faut des chambres de 2 enfants pour éviter que l'enfant, jusqu'à 8 ans, soit seul dans sa chambre, parce qu'il y avait un risque pour nous de le laisser seul. Enfin bon, on pensait que c'était mieux d'être avec un petit copain ou 2 petites copines ensemble. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'à 6 ans et demi, on n'est plus ça. Et le gosse est passé à l'acte. On a mis quelques temps pour le découvrir. Quand on l'a découvert, on a fait le constat de 2 choses. Déjà, on est en train de revenir sur l'idée d'une chambre partagée à 2, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être un danger. Et surtout, on s'est heurté à un vrai secret où, en fait, personne nous avait dit qu'il y avait ce risque-là. Et là, la réalité, je ne sais pas, moi, après, médicalement, psychiatriquement, ce que ça peut faire, mais c'est qu'on a diffusé les attouches. Enfin, ce type d'agression, elle a pu se diffuser grâce au secret. Donc ça, c'est le premier exemple qui était un exemple complexe. Le deuxième est moins... non, le deuxième, allez, non. Voilà, cet exemple me pose un vrai souci. Il y a un risque, il y a plus... Si, deuxième, allez, je vous le dis. Là, c'est un adulte. C'est un adulte, et l'adulte, il agresse sexuellement et il viole sa fille jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et elle réussit à 16 ans à s'extirper, elle part. Elle ne dit rien. La mère est au tout courant, mais personne ne dit rien, le frère ne dit rien. Le frère a un petit peu violé aussi la sœur, mais bon, pas plus que ça. On est entre soi. Plusieurs années après, cette fille devient maman, et puis elle veut rétablir du lien. Et parce qu'elle a son petit qui a 7-8 ans, elle décide un jour de rétablir le lien, et elle va voir ses parents qui sont très contents qu'il l'accueille. Et le grand-père va passer à l'acte sur l'enfant. Et ce qui va être extraordinaire dans ce dossier, mais ça c'est parce que parfois on n'est pas bon, ce qui va être extraordinaire dans ce dossier, c'est que ce grand-père, il y a une traçabilité. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois avant, il vient d'être condamné parce qu'il a sauté sur la femme de ménage et qu'il a agressé sexuellement. Et quand nous on arrive sur notre plainte sur le petit, la justice nous dit qu'il n'y a pas de traçabilité, il ne sera pas condamné parce que l'enfant n'est pas cru. L'enfant n'est pas cru. Moi je vais voir la présidente du tribunal, avant l'audience, je lui dis est-ce que je fais venir la victime ou pas? Il a 7 ans, 8 ans, est-ce que je le fais venir ou pas? Est-ce que je sais qu'il va y avoir un huis clos? Et là elle me dit oui, il faut qu'il vienne. Elle ne me dit pas on va faire une audition dans une salle séparée. Elle me dit il faut qu'il soit là. Il vient, il y a l'audience, donc avec une difficulté, un petit de 8 ans, hein, et à la fin, relax du grand-père. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'argument qui consisterait à dire qu'on pouvait avoir avant qu'on peut laisser et ne pas tracer ça et dénoncer ces faits, je crois qu'on ne pourra plus le faire. En termes de risque, il y a plus de risques à le faire qu'à ne pas le faire. Mais je sais, en revanche, en disant ça, que je me mets à dos plein de gens qui sont plutôt tournés vers le secret professionnel et qui me diront que si à ça, on ne va plus avoir la confiance, si on n'a plus la confiance, on ne va plus vous dire les choses, si on ne vous dit plus les choses, il n'y aura plus le diagnostic. Il y a l'antithèse, hein, bien évidemment. Je
pense que en effet, pour l'enfant que tu décris, première situation qui avait donc beaucoup des comportements sexuels problématiques et potentiellement qui lui-même avait été victime ou abusé plus jeune. En effet, ça peut être intéressant qu'entre professionnels, on puisse partager certaines informations pour mieux prendre en charge en fait déjà cet enfant, donc ça c'est déjà la première chose, et puis aussi qu'il soit en sécurité par rapport aux autres enfants, c'est-à-dire qu'on ne le remette pas dans une situation problématique qu'il n'est pas en capacité de gérer, parce que pour l'instant trop petit, parce que pour l'instant peut-être trop perturbé. Si vous aviez eu cette information, peut-être que vous l'auriez mis tout simplement en chambre seule, ça aurait peut-être suffi. Alors le risque, c'est que quand on donne cette information, du coup, il n'y a plus aucune ex qui veut l'accueillir. Alors oui, mais oui et non, parce que ça je l'entends depuis très très longtemps, c'est-à-dire que j'entends cet argument depuis très longtemps, mais je préfère, alors ce qui est un faux argument, parce que tous les enfants qui sont placés chez nous, ils vont pas bien, ils sont pas heureux. Enfin, les gens qui pensent que les enfants qui sont placés en mecs, certains sont peut-être pas mieux chez nous que chez eux, mais je suis pas sûr que même si l'enfant est mieux chez nous qu'à sa maison, je pense qu'il préférerait être à sa maison. Moi, je me souviens avoir dit une bêtise à un petit un jour en lui disant qu'est-ce que tu aimerais, dans ma question c'est qu'est-ce que tu aimerais pour une télé-nouvelle dans le truc, c'est qu'est-ce que tu veux au sens matériel. Il m'a répondu être avec ma maman. Donc, mais effectivement, c'est pas parce qu'on va passer l'information au MEX que l'enfant ne sera pas placé. En revanche, ça permet à la MEX d'adapter la prise en charge. Et là, par exemple, on aurait dit, on l'aurait accueilli parce que tout simplement, c'est notre mission. Mais en revanche, effectivement, ce serait de suite poser la question de l'hébergement, de dire il ne faut pas que les enfants soient à 2 ou à 3 par chambre, il faut vraiment qu'ils soient seuls, et qu'on soit alerté sur ce type de comportement. Parce que, du coup, on génère chez un autre enfant quelque chose qui est compliqué.